le marché, quand on est assez impatient comme nous et comme je pense beaucoup de gens de ma génération de voir en fait ces challenges un peu résolus. Moi, je trouve que l'entreprise et particulièrement du coup le format un peu startup permet en fait d'aller vite et de se dire ok, comment je peux résoudre ce problème le plus rapidement possible. Et il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat environnemental de choses qui se montent comme ça. Alors, il faut évidemment distinguer le vrai du faux. Mais moi, je considère que effectivement, si on prend l'entreprise non pas juste sous l'angle d'être bénéficiaire à la fin de l'année, mais aussi d'avoir cette responsabilité-là, finalement, en fait, l'entreprise devient un vecteur de lutte contre ces problèmes-là, autant que les associations ou la recherche, quoi. Donc si on envisage l'entreprise sous cet angle-là, elle peut avoir un côté extrêmement bénéfique. Ouais. Toi, l'entreprise, tu vois effectivement sous l'angle urgence et rapidité et la capacité à rapidement répondre à ces enjeux, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, nous, enfin, on se base aussi sur toutes les autres moyens, c'est-à-dire on se base aussi avec des associations, beaucoup de la recherche, parce que notre innovation, elle vient aussi beaucoup du monde de la recherche. Mais c'est vraiment de se dire, voilà, moi j'ai un produit, j'ai une idée, je veux pas qu'elle arrive dans 20 ans, je veux qu'elle arrive maintenant et que aujourd'hui c'est déjà trop tard, quoi. C'est un peu dans cette sensation-là qu'on vit aujourd'hui. Effectivement, ça va très vite parce que Neolith, je crois que ça a été créé en 2019, c'est ça? C'est ça. Très accompagné, vous avez réussi à vous entourer très rapidement de belles fées, j'ai envie de dire, et puis avec une mise sur le marché qui devrait arriver dans quelques mois, c'est ça? D'un premier démonstrateur qui va arriver assez vite. C'est ça. Là, on a un premier démonstrateur donc qui sort d'ici juin prochain et avec un objectif de commercialisation de machines de transformation de déchets en granulats début 2022. D'accord. Olivier, peut-être cette rapidité dans l'entreprise, toi, le serial entrepreneur, quand tu as commencé un bureau pour la Terre, est-ce qu'on parlait de start-up? Est-ce que tu avais cette notion-là? C'est-à-dire la start-up, pour moi, c'est une entreprise qui vit selon le bon vouloir de ses actionnaires, uniquement, entre guillemets. Donc, personnellement, les entreprises que j'ai créées étaient sur des produits nouveaux qui n'existaient pas. Pour autant, le déploiement s'est toujours fait sur la base de clients qu'on a réussi à avoir rapidement parce qu'on n'était pas dans des sujets qui nécessitaient des process longs. Ceci étant, le fait que l'entreprise est capable d'agir pour la société, pour moi, c'est vraiment un standard de longue date. Peut-être qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs militants qui viennent répondre à un enjeu de société fort. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, c'était pour répondre à cet enjeu de l'écologie au bureau et ensuite des déplacements. Mais si je pense à ma famille qui est plutôt originaire de la grande distribution et de la paysannerie, des gens sur qui on a tendance à taper un petit peu aujourd'hui quand on réfléchit à qu'est-ce que une belle boîte ou qu'est-ce qu'une belle planète, etc. Eux aussi, ils ont répondu à des enjeux forts de leur époque, qui étaient de nourrir les Français après-guerre, entre guillemets, et d'être capable de fournir des canaux de distribution pour un certain nombre de produits. Donc, en ce sens, on parle souvent justement dans les startups de pain points, de dire il faut que l'entreprise réponde à un problème, à un endroit où ça fait un peu mal. Et là, en ce moment, l'endroit où ça fait un peu mal, c'est l'avenir de notre planète. Donc, les entreprises sont encore là et elles viennent participer à l'effort. Oui, effectivement, tu as raison, les entreprises d'après-guerre dans l'agroalimentaire ont répondu à un enjeu. Et enfin, beaucoup de ce que tu dis, l'entreprise aujourd'hui se crée en fonction d'un contexte et c'est là où il y a une accélération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le grand enjeu, c'est l'environnement et donc on voit des entreprises. Mais est-ce que, si je reviens un peu en arrière, est-ce qu'un Auchan, quand il s'est développé, était militant au même titre qu'aujourd'hui, on voit des entrepreneurs qui sont un peu ce porte-étendard très vite et très fort? C'est-à-dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, Auchan peut encore être militant, mais c'est plus compliqué parce que c'est un paquebot. Et donc, la génération qui est en train de créer des boîtes aujourd'hui, comme Clément, ou comme moi avant, etc., voilà, elle crée des boîtes et elle entre aussi chez Auchan. Et donc, on voit des patrons qui commencent à arriver, à changer des choses et en même temps sans martyriser leur entreprise,
on est beaucoup attaché aussi aux emplois. Donc, on dit l'automobile, attention, si on la massacre pour la bicyclette, on va perdre les emplois de l'auto. Et c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Et c'est vrai, ça fait partie du paramètre. C'est-à-dire, pour moi, la belle boîte, puisque c'est le sujet, c'est pas uniquement la boîte qui, par son produit, résout un problème. Le moment où je me dis, ça, c'est une belle boîte, je me rends compte que la plupart du temps, moi, c'est parce que j'y vois des gens joyeux. C'est-à-dire, le boulanger, c'est une belle boîte. S'il martyrise pas ses salariés et s'il est heureux de faire son métier, le Super U d'à côté, ben, moi, j'y vais m'y faire mes courses. Donc, je peux pas dire, en soi. Du coup, je me base pas mal sur la notion de joie. Ouais, je trouve que c'est un bon critère pour savoir si on est dans une boîte qui est belle. Voilà. Mirona, toi, est-ce que à travers tes recherches, tu as pu voir un peu, parce qu'effectivement, là, on a Clément et Olivier qui effectivement entreprennent avec des enjeux qui sont des enjeux un peu militants quand même. Il y a quand même derrière ça, je trouve intéressant dans ces entreprises qui deviennent aussi militantes et qui portent un message. Effectivement, un bureau, c'était l'enjeu de aussi, c'est pas juste un marché, j'ai l'impression. Et à l'inverse, on voit aussi des entreprises qui intègrent ça, bon gré mal gré, je ne sais pas comment dire ça, le développement durable. Alors effectivement, tu parlais, Olivier, des salariés, donc du social peut-être, ces trois piliers là, est-ce qu'on arrive un petit peu à trouver justement cet équilibre, mais est-ce que voilà, comment toi à travers tes recherches tu as pu voir cette évolution ou pas? Peut-être que effectivement c'est juste un biais et l'entreprise a toujours été de fait au cœur de la cité. Voilà, est-ce que tu as vu des évolutions toi? Oui, on le constate notamment depuis les années 70 au fond et avec l'apparition et l'essor de la notion de responsabilité sociale de l'entreprise. On parlait au tout début des années 70 avec des théories académiques qui ont été rédigées en ce sens, de la pyramide en fait, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et dans cette pyramide, à la base, il y a quand même la responsabilité économique, il ne faut pas l'oublier. Donc une entreprise, tout d'abord, elle a une responsabilité en termes d'efficacité économique. Ensuite arrive la responsabilité sociale envers ses salariés, envers ses clients. Et après, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, apparaît tout au bout de la pyramide la dimension philanthropique. C'est vraiment discrétionnaire, à la discrétion, c'est-à-dire à la discrétion de l'entrepreneur. Mais déjà, donc, au début des années 70, on envisageait ce triptyque économique, social, voire philanthropique, pour ceux qui le souhaitent, comme quelque chose qui fait partie, quelque part, de l'ADN de toute entreprise, pas seulement sociale. Mais moi, j'aimerais revenir en quelques mots sur cette notion même de belle boîte. Qu'est-ce que c'est qu'une belle boîte? Parce c'est le démarrage de ces On n'apportera réflexions-là. pas de réponse, hein. Et voilà, et j'aimerais juste pointer quelques éléments. Quand on parle d'une belle boîte, si on se place d'un point de vue académique, on parle d'une représentation sociale. C'est une image qu'on partage de manière collective, c'est une perception, mais aussi un jugement ou une évaluation. Je me évalue moi-même comme étant une belle boîte, des entrepreneurs, ou je t'évalue, toi, entreprise, comme étant une belle boîte. Mais on est là, vous voyez bien, dans quelque chose de très flou. C'est pour ça qu'on parle d'une représentation sociale. Elle est située dans le temps, dans l'espace et culturellement, est faite de croyances, faite de valeurs, faite de plein de jugements. Et à un moment donné, une société donnée, comme la nôtre aujourd'hui, se met d'accord de manière assez implicite, via la communication, d'où le rôle majeur des agences de communication et des communicants, des médias d'une manière générale. On se met d'accord de manière un peu implicite au travers de nos communications et interactions sur ce que ça veut dire. Bon, mais maintenant, si on veut aller un peu plus loin, donc si on se dit que c'est une représentation sociale, mais aussi un jugement qu'on fait sur soi-même, mais aussi sur les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pose deux questions. D'abord, la question des critères. Sur la base de quels critères est-ce qu'on fait cette évaluation-là? Sur la base de quels critères je décide ou je pense que je suis une belle boîte ou que toi, tu es une belle boîte? Sur un ensemble de critères, il y a des critères économiques. Il ne faut pas oublier qu'on parle souvent de belles boîtes en pensant performance, succès, innovation, efficacité économique. Donc, il y a quand même ces dimensions économiques. Ensuite, il y a tout un ensemble de critères de nature sociale. Et je mets là aussi la notion de joie, c'est-à-dire la notion de bien-être des salariés. C'est une boîte où il fait bon vivre. Parfois, on pense à Google, bon, à Silicon Valley avec cette culture un peu ludique, mais au fond, pour chacun d'entre nous, il s'agit tout simplement d'une boîte qui est attentive aux salariés et où les salariés se sentent bien, où leur bien-être
morale, physique, émotionnelle est respectée. Mais il y a aussi deux autres dimensions qui sont peut-être moins mises en avant. La troisième, c'est la dimension morale. Une belle boîte, et on le sent au travers des deux témoignages, c'est une boîte qui est fondée sur des valeurs, qui fonctionne selon certaines valeurs, qui sont parfois communiquées de manière très explicite, d'ailleurs promues par les entrepreneurs notamment. Et enfin, c'est une belle boîte. Ça veut dire quoi? Il y a des critères esthétiques. Ben oui, elle est bonne, parce que belle, hein, c'est comme les valeurs platoniciennes, hein, le beau et le bon, c'est un peu la même chose. Mais elle est aussi belle. Donc, c'est une boîte où, et là, il faut creuser, hein, peut-être qu'il y a des questions d'architecture, d'ergonomie, d'environnement. Hein. Peut-être que c'est une boîte qui est située dans un beau quartier où on fait attention à l'environnement et ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a des critères esthétiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, si je résume, des critères économiques, des critères sociaux, des critères esthétiques et des critères moraux, évidemment, au cœur de la question. Et enfin, ce que je voulais dire, et je vais m'arrêter là, c'est quand on parle de regard croisé sur ce que c'est qu'une belle boîte, mon propre regard sur moi et puis le regard des autres sur moi, il ne faut pas oublier que le regard des autres clients, salariés, banquiers, grand public, médias, est un regard performatif. C'est-à-dire que leur évaluation de moi-même, est-ce que je suis une belle boîte ou pas, a un pouvoir performatif sur ma légitimité, sur mon succès économique, sur ma durabilité et sur le soutien dont je peux jouir autour de moi. Donc, c'est très important qu'on se mette d'accord avec nos parties prenantes internes et externes sur ce que ça veut dire une belle boîte et que tout le monde croit ensemble que l'on ait une belle boîte pour que la boîte perdure, continue à agir de manière positive pour tout le monde et puis pour qu'elle rencontre son public, hein, ses clients. C'est marrant, dans tes critères de belle boîte, il y a effectivement la performance économique, le social, le moral et puis l'esthétique. Et, c'est là, hein, c'est en vous écoutant, c'est voilà. vraiment… Et du coup, dans ce premier jet, il n'y a pas l'environnement, et on voyait que là, il y avait peut-être ce momentum sur l'environnement où c'était le grand enjeu. Alors, effectivement, on va pas essayer de définir tous les critères de vote. C'est la Peut-être dimension morale pour moi. morale. Oui, je l'inclus pour moi dans la dimension morale. Parce que dans les valeurs, et on l'a bien entendu avec les deux témoignages, dans les valeurs qui sont portées, il y a des valeurs qui concernent notre relation non seulement aux autres êtres humains, mais nos relations à la nature, nos relations à l'environnement, aux animaux, hein, voilà, à tout ce qui existe, à tout ce qui est vivant. Et ceci est de l'ordre de la dimension morale. Donc, et on l'entend bien dans les témoignages, nos deux entrepreneurs sentent une responsabilité personnelle envers l'environnement. Ce n'est pas juste la responsabilité du chef d'entreprise qui se donne une mission et qui pilote une activité. C'est une responsabilité en tant qu'être humain par rapport à son environnement social, mais aussi environnemental. Donc, pour moi, je l'intègre là. Mais évidemment, on peut se dire que c'est encore quelque chose à part. Et du coup, peut-être une question à tous là. Est-ce que effectivement ces grands critères entraînent des différences dans la forme de l'entreprise? Est-ce que cette forme, juridique ou pas, évolue? Et est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre parcours, à 3 créateurs d'entreprise, est-ce que c'est des questions que vous êtes posées sur la forme pour répondre justement à cette espèce de balance en fait qu'il y a toujours à trouver, voilà, sur ces 4 points là, mais il y en a peut-être plus, mais voilà, est-ce que ces évolutions de l'entreprise influent sur la forme? Alors, merci. Voilà. Bah, moi, je peux, enfin, si je peux apporter mon point de vue là-dessus, moi, je pense qu'effectivement, ça modifie l'entreprise d'une manière structurelle parce que on n'est pas juste en train, encore une fois, voilà, de juste faire un produit financier, mais il faut intégrer le respect évidemment, de tout ce de toutes les normes qui ont été mises en place, mais aussi de vouloir aller plus loin sur le social, sur l'environnemental. Ça se manifeste, par exemple, dans des structures qui sont maintenant plus horizontales, plus agiles, où finalement, on donne plus la parole à des gens de terrain, à des gens qui, au final, au départ, étaient N-3 et du coup, n'avaient pas forcément leur mot à dire. Donc, je pense qu'au niveau social, on a quand même cette évolution-là qui peut se voir.
Et effectivement, au niveau environnemental, le business as usual n'existe plus réellement. Donc aujourd'hui, ça se voit moi dans des entreprises de mon entourage avec des investissements supplémentaires dans l'objectif de faire mieux pour l'environnement. Bon, par exemple, au niveau, c'est tout con, hein, mais au niveau panneaux solaires, au niveau récupération d'eau pluviale, par exemple, mais aussi de pouvoir aller plus loin. Et là, je rebondis complètement sur ce que vous aviez dit, qui était sur même l'esthétique, c'est-à-dire de dire est-ce que je suis prêt à mettre un peu plus d'argent pour bien m'intégrer et pour avoir une belle boîte au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment une boîte, une boîte qui est esthétique, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de nouveau aussi, parce qu'effectivement, les entreprises engagées, c'est pas nouveau, comme le disait Olivier tout à l'heure. Mais le fait d'être aujourd'hui, on est une raison d'être comme un peu un opérateur critique d'une entreprise qui va impliquer que l'entreprise doit agir dans ce sens et donc influencer sur la structure même. Je pense que c'est ce qu'il y a de nouveau par rapport à des entreprises engagées. Quand on parlait dans les années 70, mais même au-delà, des services qui étaient des entreprises qui étaient historiques du service public, par exemple, qui servaient l'intérêt général, avaient une forme assez traditionnelle, classique de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce qui est réellement nouveau, c'est que cette forme de gouvernance, ce format d'entreprise change parce que l'opérateur, un des opérateurs de cette stratégie d'entreprise devient la raison d'être, devient le sens. Et forcément, un impact, ça a une conséquence sur ce format-là. Alors, puisque le gros mot est lâché, raison d'être, et qu'aujourd'hui, l'entreprise passe au prisme de la raison d'être, quelle réalité, en fait, pour ce sujet qui, d'un point de vue, alors moi, c'est un point de vue très personnel, est en train de devenir un sujet de com, alors que ça n'en est pas un, et comment ça se structure? Est-ce que c'est quelque chose, Olivier, je ne sais pas toi, comment ce socle-là qui est en train de... Je ne sais pas si c'est un socle, j'arrive pas trop à me faire j'ai pas d'idée, moi j'ai pas d'a priori, enfin, bref, mais j'ai l'impression voilà, que c'est un sujet qui peut devenir un sujet de com et s'essouffler, ou alors devenir vraiment une charge de sens, mais comment on le met au bon niveau? Je suis aussi questionné par cette question de la raison d'être, en tout cas par le fait qu'on aille l'inscrire dans des statuts. Je m'explique là parce que je pense que justement les entreprises ont ce besoin d'agilité, comme tu disais Clément, cette capacité à rebondir, etc. Si BSN avait eu une raison d'être de fabriquer du verre, elle ne serait peut-être pas devenue Danone, tu vois. Et donc, on en a comme plein comme ça, des boîtes qui faisaient je ne sais plus quel truc et puis qui ont complètement migré dans des aventures industrielles. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas qu'elle se substitue à la vision du dirigeant, aux valeurs, et le fait d'aller venir l'inscrire dans les statuts, bon, si on a besoin de l'inscrire, c'est peut-être… Enfin, je viens questionner, je me dis, est-ce qu'on est sûr qu'on le vit? Voilà. C'est un engagement, hein. On vient le porter, c'est certain, mais finalement, je me dis que le rôle de l'entreprise, évidemment, il doit avoir un rôle. Et moi, je me suis battu là-dessus depuis 15 ans que j'entreprends. Je me souviens avoir été dans des colloques où je disais le rôle de l'entreprise, je ne suis pas sûr que ce soit de gagner de l'argent. Je pense qu'on a besoin que l'entreprise ait une mission bien autre que financière. Et bien sûr, plus elle gagnera de l'argent, plus elle aura de carburant, plus elle ira loin. Mais quand on fait Paris-Lyon, notre objectif, ce n'est pas d'avoir de l'essence, c'est d'aller à Lyon. Et même individuellement, on a besoin de cet argent, il n'y a pas de souci. Moi, je veux toujours avoir un petit peu plus pour pouvoir améliorer mon quotidien. Donc, en ce sens, ce n'est pas un gros mot. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est la raison d'être de notre entreprise à chaque fois? Est-ce que notre mission, elle ne peut pas bouger? Moi, je le pense. Et je pense aussi qu'un des enjeux, c'est peut-être d'aider chacun à comprendre, pardon, ce n'est pas du tout présomptueux ce que je veux dire, mais à aider chacun des individus à savoir ce qu'il fait là. Et parce que parfois, on va avoir des raisons d'être et on va dire, regardez, elle est géniale, venez, on va pour la raison d'être. Mais à suivre cette raison d'être, on peut la suivre en martyrisant les personnes. Et là, on va perdre non seulement de notre rôle social, mais bon, de la performance, bien évidemment. Et je pense qu'on peut être dans une belle boîte pour des raisons multiples entre différentes équipes. Certains, ça va être parce que le projet est génial, d'autres parce que l'équipe est géniale, d'autres parce que j'apprends plein de trucs, d'autres parce que je viens là parce qu'il me faut mon salaire.
Et c'est parfois même tout ça en même temps. Le lundi, j'y viens pour mon salaire. Le mardi, j'adore mon équipe. Le mercredi, le projet est dément. Voilà, donc moi, désolé, c'est un peu brouillon, mais ça vient me chercher là-dessus, cette question de la raison d'être inscrit dans les statuts. Ça me questionne, voilà, mais c'est un vrai questionnement, c'est pas un jugement, c'est un vrai questionnement. Voilà. Miruna, ouais, tu voulais réagir. Oui. Je me dis, effectivement, là, on entend bien le point de vue d'un entrepreneur engagé sur le sujet, qui trouve au fond tout ça superflu au final, et voire même coûteux, voire dans certaines conditions, situations contre-productives. Je pense, pour ma part, c'est juste une perception, je pense que cette notion a été introduite parce qu'elle joue un rôle de signal, signal sur le marché. Sur le marché par rapport aux consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de leur consommation, de plus en plus intéressés d'évaluer, au fond, les entreprises au regard de ces fameux critères moraux. Et en même temps, un signal vis-à-vis, je le vois moi auprès de nos étudiants, par rapport aux jeunes diplômés. Parce que, et là, on voit depuis quelques promotions, c'est vraiment la génération qui arrive sur le marché, il y a des changements très importants au niveau des étudiants que nous formons dans les écoles de commerce et qui sont animés de manière authentique et intense par des valeurs morales et qui renvoient à des attentes qu'on peut résumer via la notion de RSE, mais qui vont autour de la protection de l'environnement, de critères de protection des salariés, mais aussi de critères de bien-être et ainsi de suite. Donc, pour me concernant, je pense qu'effectivement, cette notion, elle peut sembler superflue, notamment, et elle l'est, auprès d'entrepreneurs engagés qui pratiquent ce qu'ils sont. Donc, ils n'ont pas besoin d'une raison d'être pour pratiquer ce qu'ils sont. Mais pour le marché, ça peut être très utile afin d'attirer des talents. Et on le constate, nous, en région. Tu parlais, Grégoire, d'entreprises provinciales. Mais c'est, au fond, nos entreprises ont ces difficultés-là, recruter des cadres de talents. Et lorsqu'elles s'adressent aux écoles de commerce, on voit bien que nos diplômés partent souvent soit à Paris, soit dans des multinationales pour suivre des carrières qui leur semblent, dans un premier temps, plus intéressantes, pour revenir peut-être après à la trentaine en région. Mais ces diplômés sont à la recherche d'entreprises, de belles boîtes, mais de belles boîtes avec ces dimensions morales, ces dimensions aussi de bien-être au cœur de leur choix. Donc, est-ce que la notion de raison d'être n'est-elle pas utile, c'est d'un point de vue purement pragmatique, afin de signaler à ces parties prenantes qu'il s'agit là d'une belle boîte? Je n'en sais rien. Delphine ? Je crois qu'il y a eu aussi un biais de communication aussi autour des mots, parce qu'on a voulu définir la raison d'être par des mots. C'est là où en fait, on doit l'inscrire dans des statuts, donc on doit trouver des mots avant de trouver des actions, alors qu'une raison d'être, il faut d'abord être avant de pouvoir écrire cette raison d'être. Et il ne faut pas que ce soit effectivement une action qui soit motivée par l'opportunisme de communication. Et ce qu'elle, moi, pour rebondir ce que disait Miruna, c'est très important, mais c'est que la raison d'être, elle s'inscrit aussi dans un temps qui doit être long. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises, comme on en parlait tout à l'heure, on est sur un temps qui est imposé, qui est forcément rapide, alors que la raison d'être et toutes les actions qu'il y a derrière, c'est forcément dans un temps qui est long et qui a sans doute été un peu oublié aujourd'hui dans les entreprises, etc. C'est qu'on veut aller vite, on veut être agile, etc. La raison d'être, ça permet d'imposer un délai qui est long. C'est même plus long qu'un projet d'entreprise. Donc, on va poser 3-4 ans. La raison d'être, c'est quelque chose qui doit s'inscrire durablement et longtemps. Clément, tu voulais réagir. Moi, j'étais assez d'accord avec Olivier sur cette partie-là, qui était qu'en l'inscrivant sur les statuts, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas très rapidement aujourd'hui, c'est l'administration française. Et quand on l'inscrit dans les statuts et qu'on cherche à pivoter de manière assez rapide, au final,
on voit, nous, dans les statuts, qu'il y a ça qui apparaît, par exemple, une raison d'être. Et si nous, on veut pivoter rapidement, derrière, on peut venir nous rechercher en disant ah ouais, mais vous avez dit que vous faisiez ça, maintenant vous faites ça. Donc, on peut brouiller le message, alors que ça n'aurait pas forcément été la peine si on avait cet engagement, on va dire, naturel. Par contre, moi, ce que je trouve que la vertu qui est intéressante là-dedans, c'est qu'on oblige en fait les entreprises à se poser, à se mettre en question et à se dire aujourd'hui, ok, j'ai fait de la com, j'ai dit que je faisais des énergies renouvelables, etc. Maintenant, quand je dis ma raison d'être, est-ce qu'une entreprise comme Total peut dire est-ce que ma raison d'être, c'est de produire du pétrole? Moi, je pense que non. Et je pense qu'il y a tout cet enjeu qui est au-delà de la communication, qui est que voilà, maintenant, on note noir sur blanc qu'on veut maintenant, par exemple, se mettre sur les énergies renouvelables, etc. Et ensuite, derrière, du coup, pour des boîtes qui cherchent à s'engager, derrière, on peut aller les chercher sur ce qu'ils ont mis dans leur statut. Et en plus, cette interrogation, elle pousse l'entreprise à s'interroger elle-même et à interroger tous ses collaborateurs pour dire, bah voilà, c'est vrai, pourquoi on est là finalement. Et généralement, quand on fait ça, on peut avoir des surprises, justement. On peut avoir des surprises de savoir pourquoi les gens sont là et quelle est vraiment la raison d'être d'une entreprise. Je pense qu'en voyant, en inscrivant pour toutes les entreprises dans les statuts leur raison d'être, on va avoir des grosses surprises et ça va être assez rigolo. En fait, en vous entendant, je me dis que cette notion de raison d'être est un peu plus loin d'entreprise à mission. Est-ce que ce serait pas un pacte avec le long terme, justement, pour se dire, alors, qui rentre justement en confrontation avec cette agilité nécessaire pour pouvoir pivoter, switcher, s'adapter, mais qui permet aussi de donner une espèce de grand cap sur lequel on va retrouver les valeurs morales dont tu parlais. Oui, Mirona, excuse-moi, vas-y. Oui, je me dis que c'est aussi une façon d'encapsuler, d'exprimer l'identité de l'organisation. C'est une façon de faire parler l'ADN de l'organisation, parce qu'au fond, c'est ça ce que Clément disait tout à l'heure, et Olivier aussi. C'est ce qu'on a fait par le passé. Donc, c'est une façon d'exprimer notre raison d'être, pas forcément depuis aujourd'hui et pour demain, mais aussi notre raison d'être depuis un certain moment. Donc, c'est une façon de réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on a peut-être toujours été, quelque part, comme pour un individu, et de le résumer en une phrase la plus générale possible, de façon à ne pas contraindre l'innovation à venir. Et le dire au travers, pourquoi pas, l'exprimer au travers de valeurs, du coup, qui laissent le champ ouvert. Parce que les valeurs fondent l'identité des organisations, l'identité des individus. Et on sait très bien qu'on agira toujours quand même au service de ces valeurs-là, qui n'ont pas besoin d'être 10, ils peuvent être juste 1, 2 ou 3, et l'exprimer de façon simple. Et ce qu'on a constaté, nous, auprès des entreprises familiales, par exemple, Fleury Michon, je me souviens qu'ils ont mené un travail très important qui renvoie à ce que tu disais, Clément, de sondage, d'enquête auprès des salariés pour faire ressortir l'ADN de l'entreprise. Et cet ADN-là, il datait pas depuis hier, il datait depuis plusieurs générations. Donc, c'était déjà inscrit dans le long terme. Et donc, au fond, pour des entreprises multigénérationnelles comme les entreprises familiales, mais aussi pour les autres, c'est un bel exemple de se dire, mais au fond, qui suis-je et depuis un certain moment et qui j'ai envie d'être à l'avenir? Essayons de l'exprimer au travers de quelques valeurs toutes simples, d'une phrase qui ne nous enferme pas dans quelque chose qui ne nous lie pas les mains, mais qui au contraire disent au monde, mais aussi à nos propres salariés, ben voilà, c'est ce qu'on est, on est là pour ça, et puis on va œuvrer. Mais par contre, les moyens au travers desquels on va exprimer ces valeurs-là vont changer. C'est normal et c'est bien, c'est le travail entrepreneurial. Mais l'objectif, le but, exprimé via des valeurs, on peut l'exprimer toujours. Parce que je suis sûre que même si on fait le tour de la table, on a toujours, chacun d'entre nous, une ou deux valeurs phares qui guident quelque part ce que l'on est et qui donnent du sens à nos actions. Alors justement, dans une entreprise familiale, Olivier, peut-être ton expérience d'aujourd'hui sur une PME familiale, centenaire bientôt, je crois. Il y a la notion aussi, quand tu dis Fleury Michon, il fait une grande enquête auprès de tout le. C'est mobiliser des énergies, du temps, de la bande passante sur le quotidien, qui est peut-être nécessaire parce que ça donne du souffle. C'est peut-être la raison d'être est une prétexte en fait. Mais concrètement au quotidien, dans une Olivier, je sais pas, vous, c'est une réflexion qu'il y a, qui est installée parce qu'effectivement, peut-être que juste être une entreprise familiale rend l'entreprise très moderne aujourd'hui. Il me semble que dans ces entreprises familiales qui existent depuis longtemps, il y a quand même souvent un ADN commun qui était créer de l'emploi pour mon territoire.
déjà, et que c'était finalement une des premières raisons d'être. Tout le reste, c'était le moyen. Et en ce sens, elles ont vraiment toutes plutôt bien fait leur boulot. On peut toujours, à certains égards, critiquer tel ou tel management, tel ou tel capitalisme, ce qu'on veut, etc. Mais surtout, en tout cas autour de Nantes, Nantes, le Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, il y en a sûrement ailleurs, mais moi je le constate chaque jour, là dans les Mauges où je suis, c'est qu'il y a un paquet d'entrepreneurs qui ont réussi à créer de la valeur au service d'un plein emploi quasiment. Et donc, dans la raison d'être et dans le besoin fondamental de subsistance, là, on coche quand même pas mal de cases. La question finalement, nous, il se passe quelque chose d'assez intéressant que d'autres entreprises vivent certainement, c'est que Famille Marie, c'est une entreprise centenaire qui vient de rejoindre, donc plutôt centenaire, dirigée depuis 3 générations de père en fils, voilà, qui vient de rejoindre Léa Nature, une jeune entreprise, trentenaire, à peine trentenaire, mais qui est 10 fois plus grosse qu'elle, et qui, elle, a rapidement travaillé sur des questions de raison d'être, de Bicorp, de comment on s'engage, où est-ce qu'on écrit, c'est quoi nos comptes rendus environnementaux, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça vient à la fois donner du souffle et bousculer, parce que nous qui avançons finalement de manière assez pas à pas, c'est-à-dire on parle souvent du BSP, du bon sens paysan. Bon, franchement, on va pas s'ennuyer avec écrire des trucs dans nos statuts. Hein. On va aider Michel, on va aider Martine, on va prendre soin de nous, on va essayer de faire des bâtiments le plus écologiques possible, parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous, entre guillemets. Et là, tout d'un coup, on entre dans un univers où, à l'inverse, il y a des engagements forts, des actes forts, mais aussi ça a été concrétisé, écrit. Donc il y a une rencontre là qui se fait, qui est assez intéressante, qui est à la fois motivante et qui peut aussi faire un petit peu peur. Sur justement ces entreprises de terroir ou de territoire, je ne sais pas comment on peut les appeler, engagées pour ce qu'on voit c'est tout le monde, la confiance vis-à-vis des entreprises augmente. En tout cas, elles sont vues comme alors c'est pas des tiers de confiance, mais en tout cas, il y a une confiance grandissante, et notamment sur les PME, et plus il y a de proximité, plus cette confiance grandit. Delphine, peut-être, est-ce que c'est quelque chose, cette notion de confiance, et tout à l'heure, Miona, tu l'as un peu abordé justement sur la relation et le lien que la communication pouvait faire, mais cette relation de confiance, est-ce que tu vois aujourd'hui dans ton métier, comment on travaille? Parce qu'en fait, cette confiance, c'est le lien et c'est la matière première de la communication, mais est-ce que ça change des choses concrètement? Dans nos métiers, ça change beaucoup de choses. Et après, ce qu'il faut, effectivement, il y a une confiance, alors surtout quand on vit une période dans laquelle on est actuellement, la confiance envers les entreprises, elle s'est accrue. Elle s'est aussi accrue parce que je pense qu'il y a aussi une défiance des forces étatiques, entre guillemets. Donc, effectivement, la confiance se répercute sur les entreprises, notamment sur les PME du territoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que cette confiance, elle se crée pour une entreprise, comment elle s'entretient surtout. Parce que quand on suscite de la confiance, eh ben, c'est un sacré challenge pour un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le relever, ce défi. Et cette confiance, elle s'illustre par des actions. Enfin, c'est ce que disait aussi Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que la confiance est l'illustration d'engagement, d'action qu'une entreprise va mettre en place. C'est un espace de vie, l'entreprise. Et dans cet espace de vie, eh bien, il faut que toute la confiance, que ce soit pour toutes les parties prenantes, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des clients, que ce soit des associations, que ce soit des politiques, toute cette confiance-là se crée, s'entretient surtout. Et nous, nos métiers, il y a un vrai impact sur nos métiers. C'est-à-dire, hier, on était juste la communication, c'était un métier de diffusion. Aujourd'hui, c'est un métier qui… L'autre jour, on a un client qui m'a dit, votre métier, en fait, aujourd'hui, il est structurant. Et c'est vrai que la communication, elle est structurante aujourd'hui parce qu'elle doit faciliter le passage à l'action pour susciter cette confiance-là qui passe forcément par le lien que va mettre en place l'entreprise avec toutes ses parties prenantes.
Et ce lien justement sur le territoire, moi, en vous écoutant, en fait, il y a, alors Clément Olivier, c'est Olivier, toi, tu t'occupes aujourd'hui d'une entreprise qui est très ancrée dans un territoire, et vous, Clément, vous avez fait le choix je crois, tous d'écoles assez brillantes, et enfin, un des fondateurs, bref, il y a une histoire familiale, mais vous avez fait le choix de vous installer à la campagne et développer une industrie à la campagne, avec cette notion aussi assez forte de territoire, et dire ici on va créer de l'emploi, et avec une vision très industrielle, pour le coup, familiale, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être vous avez 100 ans de retard sur l'entreprise Marie, la famille Marie, mais qu'est-ce qui a déterminé ce choix, enfin, qu'est-ce qui vous porte d'être dans un territoire comme ça? Ah, le foncier est moins cher. Non, il y a pas que ça. Non, ce qui nous porte beaucoup, c'est que en fait, aujourd'hui, notamment je dirais chez les startups, il y a quand même cet écosystème. On dit voilà, les startups, c'est l'écosystème parisien, etc. Parce qu'il y a beaucoup cette vision-là. Au final, pourquoi aller chercher dans les grandes villes tout ce qu'on peut avoir déjà sur place, sachant que nous, dans ce qu'on fait, quand on veut faire quelque chose d'industriel, ça ne s'imagine pas effectivement au plein centre d'Angers ou au plein centre de Paris. Donc, effectivement, nous, on est une entreprise toute jeune. On est dans une industrie qui est millénaire parce qu'on va faire du caillou, donc c'est vraiment de l'industrie de carrière, etc. Et au final, on a cet échange intéressant entre des personnes qui finalement, qui sont des entreprises centenaires, voire plus, et du coup les entreprises toutes neuves. Et je crois que ça crée un melting pot qui est extrêmement intéressant et pour nous en tout cas extrêmement enrichissant parce qu'on on voit que déjà la manière de raisonner n'est pas forcément la même et que du coup nous on a aussi beaucoup à apprendre justement d'entreprises comme Famille Marie qui ont quand même se sont maintenues sur plus de 100 ans, ce qui est pour nous qui sommes créés depuis 2 ans quelque chose d'assez incroyable. J'ai quelques questions des internautes. Hop, c'est la session Twitch et Samuel Etienne. Pour ceux qui ont la référence. On me dit, est-ce qu'une belle boîte n'est pas simplement une entreprise finalement qui rayonne sur son territoire et qui porte des valeurs qui sont visibles et compréhensibles? Parce qu'on y a un peu répondu en disant en fait sa première valeur c'est d'être dans l'action là où elle est, c'est-à-dire de faire ce pourquoi elle est là, c'est-à-dire créer de l'emploi sur le territoire et d'arriver à le faire le mieux possible, non? C'est une perche que je vous tends comme ça. On me dit aussi, l'entreprise n'est pas par essence un écosystème qui porte les valeurs de la raison d'être, qu'aujourd'hui on cherche simplement à normaliser ces critères. Peut-être après, il y a aussi des entreprises qui ne sont pas que vertueuses. On a vu aussi des entreprises qui à un moment ont eu besoin de la société pour quelque part se recentrer, enfin je ne sais pas si se recentrer, mais la société frappe à la porte de certaines entreprises, certaines y répondent, d'autres non. Je pense à des acteurs dans l'agroalimentaire qui font du lait et du fromage, pour ne pas la citer, et qui est régulièrement mise au banc et accusée, qui pourtant n'a pas l'air de faire évoluer énormément ses pratiques, mais en tout cas, enfin, il y a quand même la société qui frappe à la porte, donc le fait d'être dans l'action et de créer de l'emploi sur le territoire, est-ce que c'est peut-être aujourd'hui plus que nécessaire, mais finalement pas suffisant, ou plus suffisant? Il y a une notion de cohérence aussi, parce que, enfin, effectivement, il y a des entreprises dont les activités sont vertueuses, mais comme le disait, je ne sais plus si c'était Clément ou Olivier, le degré de bonheur en interne n'est pas forcément optimal. Donc, il y a aussi cette histoire de cohérence. Si on dit d'une belle boîte, c'est une boîte dans laquelle les personnes sont joyeuses. Et voilà, ça dépend aussi il faut que les actions soient effectivement cohérentes avec l'activité principale de l'entreprise. C'est compliqué. Irona, tu voulais réagir aussi? Oui, je me questionnais justement par rapport à la notion de normalisation et c'est évidemment tout à fait vrai. On est aujourd'hui dans une prolifération de labels qui sont un peu des étiquettes de bon élève, hein. Je suis une belle corbe, je fais partie du bon club, du club des bons. Nous, on est les bons.
Et les autres, bon, moins bons en tout cas. Donc, effectivement, il y a un risque un peu de morceler et de donner des bons points, de se donner des bons points, de donner des bons points, la société, les employés, tout le monde. On est dans effectivement ces dimensions morales qui est aujourd'hui, qui devient très, très intense et très contraignante et normalisante, évidemment. Mais en même temps, si on va au-delà des labels et si on essaie d'échanger autour de cette notion qui me semble assez englobante, assez ouverte, qui est celle d'une belle boîte, on peut, je pense, se dire que on est autour d'un rapport à la confiance. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez discuté tout à l'heure, Delphine et Grégoire, d'une confiance qui se construit dans le temps, là aussi. Et il ne faut pas oublier que la confiance qu'on donne avec une raison d'être, par exemple, ou avec des bonnes actions engagées de par le passé, peut être détruite. Elle peut être détruite en un instant, avec une seule action qui est perçue comme une trahison, comme un acte radical, radicalement à l'encontre de la confiance qui a été donnée. Cette confiance peut se détruire, la confiance que les salariés ont eue en nous, parce qu'on n'a pas fait preuve de transparence, parce qu'on est allé à l'encontre de nos valeurs fondatrices. Confiance de la part des consommateurs, c'est combien d'exemples on a eu autour de nous, de la part du grand public, des médias, des politiques et ainsi de suite. Donc effectivement, se penser une belle boîte, œuvrer pour que les autres nous perçoivent comme une belle boîte, c'est une première action ou un ensemble d'actions, mais il ne faut pas l'oublier que c'est comme la question de la réputation, ça s'entretient dans le temps. C'est lié à la confiance et c'est lié à la construction d'une réputation. Parce que plus on a investi de la confiance, plus on a bâti autour d'actions cohérentes, solides dans le temps, et plus la confiance est plus difficile à entamer. Mais quand cette confiance est plus fragile, c'est plus facile de la détruire. Donc, le capital réputation qui se construit sur la confiance et qui vient de ces actions dans le temps, faut pas l'oublier. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec les entreprises en situation de Covid. Regardez autour de nous combien d'exemples d'entreprises qui ont déçu. Pas seulement d'entreprises qui ont fait des bonnes actions, qui ont essayé certaines se redorer un blason en donnant, en faisant des masques, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des entreprises qui ont dû prendre des décisions dures, licencier, voilà, on le dit pas assez, en se disant oui, mais le contexte nous oblige. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'une décision prise aujourd'hui, même en situation de contrainte, pèse sur la confiance que les autres ont en nous, pèse sur notre image de belle boîte ou pas. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on est en permanence face à des dilemmes et en situation de crise, les dilemmes moraux sont là. Que fait-on Que fait une belle boîte Quels sont les choix qu'une belle boîte fait dans une situation contrainte? Mais peut-être que ce sera le thème d'une prochaine émission. Une émission, exactement, parce qu'on arrive un petit peu au terme de cette chose-là. Moi, ce que C'est ta télé derrière qui me fait penser à une émission. Pour la prochaine fois, on sera dedans. Voilà. Netflix vient d'appeler pour avoir les droits de cette magnifique émission Belle Boîte, BFM Business. Nous voilà. Non, je ne sais pas, le mot de la fin, je ne le prendrai pas moi, mais je m'étais noté de vous questionner sur finalement s'il y avait un critère qui pourrait aujourd'hui vous qualifier une belle boîte. J'ai l'impression que vous l'avez tous un petit peu donné finalement déjà. J'ai entendu joyeux et que je trouve intéressant d'accoler à l'entreprise aujourd'hui, de se dire c'est quoi une entreprise joyeuse et de se poser cette question qui est un petit peu plus basique qu'une entreprise, c'est quoi la performance parce qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui, on organise beaucoup la performance. Je reviens sur tes 4 points, Miruna, la performance, le social, le moral et puis l'esthétisme. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce momentum d'accélération, on a du mal à garder les 4 au même niveau. C'est-à-dire qu'à un moment, on va tout pousser vers l'environnement du moral, parce qu'aujourd'hui, il faut être moral, il faut répondre. Et parfois répondre à côté, et c'est le greenwashing, ou répondre trop vite, ou répondre, voilà. Et puis on en oublie, et puis ça choque quand la performance économique est mise devant. Donc peut-être ces trucs-là. Et ce que je trouve intéressant surtout, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est réellement, enfin, ce que vous apportez dans le quotidien d'une entreprise, une PME de province, qui sont, alors ça fait un peu genre, PME de province, mais voilà, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je ne sais pas si vous voulez
conclure un petit peu par ça sur la réalité de tout ça dans une entreprise aujourd'hui. Quelle est-elle? Est-ce que dans le contexte actuel aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise ou chercheur, est-ce que il va falloir rééquilibrer, sortir de la crise et mettre l'accent sur la performance économique, ou au contraire sortir en disant on est tous des belles boîtes et le moral a pris, on a compris la leçon et maintenant on va tous œuvrer pour le bien commun? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut peut-être conclure sur ça, Clément? Moi, je trouve que tu touches là un point très fort parce que pour moi, la définition même d'une belle boîte, déjà, le premier critère, c'est une boîte qui se remet en question et qui n'hésite pas à se dire, bah, en fait, finalement, est-ce que dans mon objectif, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ma manière de manager, est-ce que c'est la bonne? Etc. Et je pense que aujourd'hui, cette remise en question, elle est importante parce qu'il y a quand même un changement de paradigme, moi, que je vois pas mal apparaître, et donc notamment qu'on voit apparaître avec le Covid, où finalement tout peut être modifié du jour au lendemain. Qu'en fait, il y a d'un certain côté, les entreprises prennent des risques à ne pas en prendre. Et du coup, cette remise en question, elle est nécessaire, elle est de plus en plus indispensable. Et je pense que c'est l'essence même en fait de ce qui peut faire une belle boîte par rapport à une boîte un peu moins belle, une boîte moyenne, on va dire. C'est ça. Donc voilà. Super, mais il est 19h, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou des questions à poser. Peut-être qu'il y en a eu quelques-unes que j'ai essayé de glisser comme ça, mais auxquelles on a répondu, je crois, au fur et à mesure de notre discussion. Euh, Voilà, donc c'est donc le moment d'éteindre ce premier rendez-vous belle boîte, de tirer le rideau, de vous saluer et de vous souhaiter une bonne soirée en espérant que voilà, on a planté quelques petites graines. Moi j'ai retenu voilà, il y a des mots et je pense que ça va me nourrir. J'espère que vous aussi. Ça nécessiterait de continuer, voilà, donc peut-être qu'on va continuer nous à discuter. Et puis on vous donne rendez-vous très vite pour d'autres discussions, rendez-vous. Puis j'espère très très bientôt en vrai. Voilà, on pourra faire ces réunions là en vrai. Prochain rendez-vous d'ici quelques semaines. On vous tiendra informé avec un nouveau panel. En tout cas, merci beaucoup Miruna, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Clément, merci Merci Delphine à toi. et bonne soirée à tous. Merci pour ces Merci échanges à vous. passionnants. Merci. Merci à tous. Merci Bye bye. beaucoup. Au revoir. Au revoir.